Aussi, dans mes tâches, de vous présenter les trois personnes qui vont discuter devant vous ce soir. Donc, pour commencer, Mme Véronique Yvon, vous la connaissez déjà, mais juste pour le bénéfice de tout le monde. Donc, députée de Joliette, vice-présidente de la Commission de la Santé et des Services sociaux et porte-parole de l'opposition officielle en matière de culture et de communication. Donc, pour le PQ, Mme Yvon, je pense qu'on peut l'applaudir. Donc, pour Québec solidaire, Mme Manon Massé, députée de Sainte-Marie-Saint-Jacques, militante féministe et organisatrice communautaire. Merci beaucoup de votre présence ce soir. Et pour Option nationale, François Thériault, donc l'ancien candidat d'Option nationale dans Lévis lors des élections partielles de 2014 et dans Charlevoix-Côte-de-Beaupré lors des élections générales d'avril 2014. Merci François d'être là. Donc, sans plus tarder, je laisse la parole à notre animateur, M. Thierry Géasson. Donc, merci beaucoup, puis passez une très agréable discussion. Merci. On va essayer ça avec le micro. Peut-être que le micro va disparaître pour essayer de rendre ça encore plus convivial. Donc, je suis Thierry Géasson. Je suis professeur au département de sciences politiques de l'Université Laval. Quand Najim m'a approché pour me parler du concept de la soirée et qui m'a dit que j'allais peut-être éventuellement pouvoir discuter avec Véronique Yvon et Manon Massé. François, on n'avait pas encore parlé de toi. Sans savoir qui allait être le sujet de la conversation, j'ai dit oui. Alors oui. Donc je suis ici principalement pour vous entendre toutes les deux. Puis ensuite, j'ai appris à connaître qui était François Thériault et je suis très content qu'il soit là aussi parce que c'est un jeune professeur de sciences politiques aussi au cégep de Lévis-Lauzon. C'est quelqu'un qui prépare les cégepiens à venir à l'Université Laval, à venir suivre nos cours. C'est quelqu'un qui est passé par mon département et qui fait du militantisme politique. Donc, je suis aussi très heureux qu'il soit là. J'ai hâte de l'entendre parler de souveraineté. Et quand on m'a parlé de la commande de ce soir, on est arrivé avec un concept, on veut faire un débat, c'est la première fois qu'on réussit à réunir les trois partis, et on veut parler de convergence souverainiste, et voici nos questions. Là, j'exagère un peu, ils n'étaient pas comme ça, mais ils avaient une liste de questions que j'ai avec moi ici, et j'ai dit, c'est intéressant, c'est une belle liste de questions, mais c'est très lié... j'ai envie de vous dire, au processus qui mènerait à la souveraineté, à la mécanique souverainiste, à la mécanique référendaire. Puis j'ai l'impression qu'il faut qu'on parle de souveraineté avant de se rendre là. Et là, pour la première fois, vous réunissez trois politiciens, trois personnes qui sont activement impliquées dans le mouvement souverainiste, qui sont des porte-paroles, des figures de proue de ce mouvement-là, autour d'une table, avec quelqu'un qui veut leur poser des questions. Puis je pense qu'on devrait juste avoir une conversation sur l'avenir du mouvement souverainiste. Les entendre parler de leur conception de la souveraineté, de les entendre parler des défis du mouvement souverainiste, puis je vais leur en présenter un certain nombre ce soir. Je vais vous en présenter un certain nombre ce soir. Si vous êtes ici, c'est que vous êtes sans doute souverainiste. Ou que vous êtes interpellé par ce projet-là. Vous êtes interpellé par les différents partis qui se positionnent sur cet enjeu-là. Et vous vous posez peut-être aussi des questions. Et je vais me faire un peu votre porte-parole. Je vais me faire le porte-parole aussi de gens qui se posent des questions sur le mouvement souverainiste. Puis j'ai envie d'entendre Manon, Véronique et François nous parler de souveraineté ce soir. Alors c'est pour ça qu'on est assis autour d'une table. C'est pour ça que vous êtes autour de nous. C'est peut-être pour ça qu'éventuellement je vais lâcher le micro. Et vous allez vous approcher, vous allez nous écouter. Puis on va avoir une conversation. Alors, c'est ce que je vous propose ce soir. On va parler pendant 45 minutes, peut-être une heure. Puis après, on va se tourner vers vous, puis on va prendre vos questions. Donc, attendez-vous pas à ce qu'on parle de convergence souverainiste. Attendez-vous pas à ce qu'on parle de mécanique référendaire. Moi, j'ai pas envie de parler de ça ce soir. Et c'est moi qui pose des questions. Donc, oui, vous pourrez évidemment... Mais encore une fois, je me donne le droit de peut-être vous ramener dans le droit chemin. On va essayer d'éviter les cassettes partisanes aussi. J'ai plus envie de vous entendre parler. Puis je comprends que vous êtes ici, puis on vous a invité à titre de représentant de vos formations.
Non, les gens partiront pas. Madame, je vais poser. Je vais ouvrir la table. Alors, on va y aller avec ma première question, qui est une question, je pense, qui est intéressante, puis qui va peut-être vous interpeller très personnellement. Pourquoi vous êtes souverainiste en 2016? Pourquoi c'est important pour vous d'être souverainiste? La grande question. En fait, pour moi, c'est parce que c'est comment dire, c'est plus qu'un incontournable. C'est depuis des années, je travaille fort pour dire, je suis féministe, là, il l'a dit. Tantôt, pas Najim, mais Gabriel l'a dit, je suis féministe. Et comme féministe, ça fait longtemps, Thierry, que j'ai compris que l'indépendance, c'est quelque chose de fondamental. Quelque chose de fondamental pour les femmes, quelque chose de fondamental pour les peuples. Et pour moi, d'être souverainiste, c'est le levier le plus important, l'élément le plus important, c'est de m'assurer que mon peuple est souverain. C'est de m'assurer que mon peuple a cette reconnaissance-là, premièrement, de lui-même face à lui-même. Nous sommes collectivement souverains, mais aussi face à l'ensemble de la planète. Et cette souveraineté-là, puis je vais passer parce que je suis convaincu que dans notre échange, on a plein de bonnes raisons d'être souverain et souveraine ou indépendantiste, c'est que pour moi, quand on fait acte d'indépendance, acte de souveraineté, on est capable de se dire qu'est-ce qu'on veut et qu'est-ce qu'on ne veut pas. Et pour moi, c'est ça qui est important. C'est que collectivement, ensemble, on dise qu'est-ce qu'on veut et qu'est-ce qu'on ne veut pas. Oui, comme ça. Moi, je dirais que c'est tout simplement et d'abord et avant tout parce que c'est l'état normal d'être indépendant. C'est l'état normal d'une personne normalement constituée de vouloir gagner son autonomie, son indépendance. Et je pense que c'est l'état normal et ça devrait être l'objectif normal d'un peuple, d'une nation normalement constituée aussi, de pouvoir aller jusqu'au bout de ses ambitions, de vivre pleinement selon ses valeurs, ses particularités, ses priorités, et de pouvoir permettre aux Québécois et aux Québécoises, donc aux personnes aussi, d'aller au bout de leurs ambitions. Donc c'est un projet qui est collectif, d'épanouissement collectif, mais c'est aussi un projet qui permet, selon moi, l'épanouissement personnel aussi, de sentir qu'on peut aller au bout de nos capacités comme personne humaine dans une collectivité aussi. Et je pense aussi que c'est un formidable moyen de bâtir quelque chose tous ensemble et d'être tous les fondateurs d'un État renouvelé tous ensemble. Donc, la grande question, hein, souvent, on passe beaucoup de temps à convaincre les autres de l'être, puis on se pose rarement la question nous-mêmes. Donc là, je réponds, pourquoi en 2016? En 2016, comme dans les autres années comme avant, je prends beaucoup mon argumentaire pourquoi je suis indépendantiste, surtout dans l'histoire du Québec. Je pense que je ne réinventerai pas la roue. J'ai les mêmes arguments historiques que même les patriotes et tout ça. J'irais du côté aussi de Mme Yvon, ça va de soi. C'est l'état normal. C'est du moment où on se sent québécois, ben, on veut un pays, on veut un État indépendant, comme plusieurs, comme les Kurdes, comme les Écossais, comme les Catalans et tout ça. Donc, c'est parce qu'on a un projet aussi. Parce qu'on a un projet qu'on veut mettre de l'avant. On veut être indépendant pour prendre l'ensemble de nos décisions en ce moment, parce qu'en ce moment, c'est pas le cas. En ce moment, on a la possibilité de se faire passer le projet Énergie Est. En ce moment, on pourrait avoir plusieurs exemples comme ça. Donc, ça fait le tour de quoi. Merci beaucoup, François. Oui, interpellez-vous. Exactement, c'est une conversation. C'est une conversation. Okay. Tu l'as voulu, tu sais. Est-ce qu'on va se mettre le micro comme ça? Ouais. Ben, en fait, oui, hein, c'est possible aussi. Bon, peut-être que le micro va partir finalement. J'avais juste une question parce que tu dis, Thierry, parce qu'on est québécois, on veut l'indépendance. Moi, une des choses qui m'a frappé tant en 80 qu'en 95, c'est qu'il y a plein de gens qui se disent québécois qui n'ont pas ces objectifs-là. Alors, j'aimerais ça t'entendre parce que tu le prends comme un état de fait
Alors que, malheureusement, on a perdu 2 référendums, ça fait encore mal des fois. Puis c'est ça, alors j'avais envie de t'entendre là-dessus. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand j'ai dit c'est où je me sens québécois, point, souvent quand on pose la question à l'ensemble des Québécois, on dit Québécois. Pour Jean Charest, par exemple, un Québécois, c'est quelqu'un qui habite sur le territoire du Québec, point. Donc, mais cependant, pour Falardeau, par exemple, pour Pierre Falardeau, le cinéaste, un Québécois, c'est quelqu'un qui veut l'être. Donc, il doit y avoir une volonté de l'être. Alors là, c'est là la différence. Et quand on pose la question à l'ensemble des Québécois ou l'ensemble des gens sur le territoire du Québec, on se retrouve on remarque qu'une partie, à peu près 30-35% des gens aujourd'hui, il y a eu une grande augmentation des gens qui se sentent que Québécois. Par la suite, il y a un peu une identité partagée au Québec. Il y a une partie aussi des gens qui se disent Québécois d'abord et Canadiens ensuite. Et là, donc après l'inverse, donc Canadiens d'abord et Québécois ensuite, et ensuite Canadiens. Donc, quand on regarde, je pense que les gens qui n'ont pas d'ambiguïté identitaire, qui se sentent que Québécois, se retrouvent dans les sondages par rapport à l'indépendance. Je pense qu'il y a une cohérence là-dedans. C'est sûr qu'il y a des gens qui vont se sentir que Québécois qui ne sont pas indépendantistes. Bon, ça leur appartient, c'est vrai, mais je pense qu'il y a une cohérence là-dedans. En ce moment, il y a encore 35, 40, 42% d'indépendantistes, puis on se retrouve avec à peu près le même pourcentage de gens qui se disent que Québécois. Je ne sais pas si ça peut répondre à votre question. Tu parles d'ambiguïté identitaire. Est-ce que... Si tu parles d'ambiguïté, identitaire, tu utilises ce vocable-là. D'autres personnes parleraient d'identité multiple. C'est-à-dire que des gens sont capables de se sentir à la fois québécois, à la fois québécois de Québec, à la fois lévisien, à la fois montréalais, à la fois canadien. Donc, il y a cette capacité à assumer dans un individu plusieurs identités. Est-ce que ça, c'est pas un des défis, justement, du mouvement souverainiste, d'avoir à composer avec cette identité qui est de plus en plus multiforme et qui peut cumuler de plus en plus de strates, en fait, de profondeur? Parce qu'il y en a des défis. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez tous les trois parlé de ce qui vous, personnellement, vous interpelle et font de vous des souverainistes. Et ce sont des valeurs importantes et très belles. Je pense que tout le monde partage. Mais encore une fois, le projet souverainiste en ce moment, lorsqu'on pose des questions dans les sondages, ne recueille pas la majeure partie des appuis dans la population québécoise. Donc, il y a des Québécois qui ne se sentent pas interpellés par ces belles valeurs, par ces valeurs profondes que vous exprimez. C'est peut-être lié à ces identités multiples. Qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Qu'est-ce que vous pensez de peut-être ce premier défi du mouvement souverainiste, celui d'avoir à confronter une redéfinition de l'identité québécoise? Moi, je suis tout à fait d'accord que les gens ne se définissent plus uniquement ou pas d'abord et avant tout par leur identité nationale. Il y a plein de choses qui les interpellent dans leur identité, leur manière d'avoir une relation avec l'environnement, leur relation avec les autres nations. Donc, on le voit en Europe, les identités sont multiples. Les gens ont vu particulièrement, voyant ce qui se passe à Bruxelles, mais les gens sont à la fois français et européens. Il y a les identités plus régionales. Moi, je pense aussi que ce serait une force du projet indépendantiste de pouvoir avoir un État beaucoup plus décentralisé, où les régions auraient beaucoup plus de place. Mais c'est tout à fait vrai, surtout chez les jeunes générations. Ils ne se définissent pas nécessairement d'abord et avant tout par leur identité nationale, mais leur rapport à toutes sortes de choses. Des gens qui sont fous de course, de cyclisme, ça va prendre une grande place dans leur vie. Toutes sortes de causes aussi qui les habitent, la solidarité sociale, internationale, l'environnement, bon, il y en a beaucoup. Et je pense, moi, que oui, c'est un défi, mais c'est un défi extraordinaire, c'est de connecter le projet d'indépendance, pas uniquement comme une fin en soi. Moi, je pense, personnellement, que la fin en soi de la liberté, de l'autodétermination d'un peuple est suffisante. Mais pour plein de gens, c'est pas le cas. Et je le comprends aussi. Et pour les jeunes générations, je le comprends. Il faut comme faire le lien entre le projet et des objectifs qu'on peut poursuivre individuellement ou collectivement et montrer comment on réussirait
à les accomplir beaucoup mieux, en allant beaucoup plus au bout, je reviens avec cette idée-là, mais de nos ambitions, de nos idées, en ayant tous nos pouvoirs. Mais moi, je pense que les deux ne s'opposent pas. On est capable de les réconcilier, de faire le trait d'union avec le projet indépendantiste. C'est beaucoup de travail, mais il faut d'abord prendre conscience de ça. Et je pense que c'est une des principales tâches ou les plus urgentes qui doit nous occuper, c'est de faire ce lien. Dans ce sens-là, ce que vous avez organisé ce soir, voilà une façon de faire de la politique. Voilà une façon de se dire, ça nous tente qu'on va se parler de cette aspiration qu'on a en commun. Parce que force est donnée de constater que si on veut y arriver, il va falloir qu'on crée cet espace où on parle de ce qu'on voit, où on parle de ce qu'on souhaite, où on parle de ce qu'on veut. Je discutais tantôt avant le début avec des gens qui me disaient, tu sais, donc on est né au début des années 90, là. En 94, 93, dans ces eaux-là, je ne vais pas vous vieillir. Et c'est évident que toute la motivation de ce qui nous tire par en avant pour l'exiger, cette indépendance-là, ben, on ne sait pas trop par où le poignet, on n'en parle plus, on n'en parle plus depuis des années, parce que ça a été blessant. 95, je ne sais pas pour toi, Véronique, traumatisant, c'est le mot qui me vient aussi. Vous avez l'impression qu'on n'en parle plus, quoi? C'est-à-dire que, honnêtement, entre 95, moi je me souviens, là, quand même, mon parti politique, on est né en 2006. Entre 95 et 2006, honnêtement, Thierry, oui, j'ai l'impression qu'on n'en parlait plus. Très sincèrement. Je considère que le grand intérêt, actuellement, il y a tout un mouvement social qui s'appelle le Oui Québec, qui est en train de brasser le Québec. Moi, j'ai un intérêt, moi et mon parti, on a un intérêt majeur là-dedans. Pourquoi? Bien parce que ça fait qu'on en parle. Et à preuve, on est là ce soir. Peut-être que trop longtemps, pensant que Québec solidaire ou Option nationale naissait, c'était une menace. Je pense qu'on commence à découvrir, parce qu'il y a des gens aussi qui ont cette ouverture-là, on commence à découvrir qu'au contraire, la diversité, c'est une force. Et c'est une force pourquoi? Bien parce que tout le monde n'est pas pareil. Tous les souverainistes ne sont pas pareils. On a une même aspiration, on est convaincus qu'on a besoin de l'ensemble de nos pouvoirs pour réaliser un projet. Là, on est là pour en parler du projet, mais ces pouvoirs-là, comment dire, on va y arriver dans la mesure où on recrée des liens, sans vouloir parler nécessairement tout de suite de la convergence, mais on recrée des liens en acceptant que les souverainistes, on part pas tous de la même place et on veut pas tous aller à la même place non plus. Quelle était la question déjà? C'était par rapport au défi. Comment on gère les identités multiples aussi? Parce que. C'était ça la question? Oui, comment on gère les identités multiples? Je pense que c'est un peu. Ben oui, ouais. Parce que finalement, on s'est posé la question en ce moment, comment convaincre les Québécois? Ça me semblait être... On s'en allait vers ça. Je pense qu'il y avait cette idée qu'à partir du moment où il y a des identités multiples, ben, il faut peut-être amender le discours, il faut peut-être moduler le discours. Il faut peut-être comprendre que des gens ne s'identifient pas seulement comme Québécois, mais cumulent différentes formes d'identité. Puis ça, c'est un défi, je pense, dans le discours souverainiste à mobiliser ou certainement auquel le mouvement souverainiste doit répondre, puis peut-être qu'il n'a pas exactement répondu. Je pense que c'était la teneur de ta réponse, Véronique. Mais ça, tout à l'heure, Thierry, tu m'as relancé par rapport à cette ambiguïté identitaire-là. Je peux y répondre. Je sais pas si je devrais me lancer là-dedans, je vais le faire parce que, tu sais, on est intimes, on est tous ensemble. Et je vais peut-être assumer ma position. En ce moment, je maintiens mon terme ambiguïté identitaire parce que je crois que quelqu'un qui se retrouve sur le territoire du Québec, qui emprunte une partie de son identité au Canada, je le comprends, on est américain aussi, tout ça. C'est juste que un Algérien qui a été colonisé par les Français ne se sent pas algérien, ne se sent pas français, il se sent algérien. Donc je pense que pour moi, ça va de soi pour classe. Pour faire avec tout ça, avec ces identités multiples-là, les gens ne vont pas tous dans le
dans la même voie, les gens ne veulent pas l'indépendance pour tous la même chose. C'est bien correct comme ça. Je vais répondre comme Mme Yvon l'a dit, je pense exactement pareil. On s'était dit ça au dernier débat, je crois. Par rapport à la liberté, pour moi, c'est une valeur en soi. Ça devrait être ce qui est structurant et tout ça. Puis moi, je suis d'accord aussi qu'il faut absolument, pour convaincre les Québécois de l'indépendance, il faut un projet social qui est rattaché à ça. C'est surtout Québec solidaire qui a travaillé sur cet argumentaire-là. Je suis vraiment d'accord avec ça. Il faut absolument que l'indépendance change quelque chose dans la vie des gens. Ça, c'est fondamental. Mais avant toute chose, ce qui a été le problème du mouvement indépendantiste durant les dernières années, oui, on n'en a pas parlé, oui, on n'a pas eu de débat, on a fait comme... depuis 1995, on a fait comme si l'indépendance était Marine Le Pen. C'était faut pas y parler, faut pas qu'il y ait de débat, faut absolument pas, faut faire comme si elle n'existait pas. Ça a été ça avec l'indépendance, on a fait comme si ça n'existait pas, puis on a eu peu de débat. Vous aimez peut-être pas mon exemple, je l'adore. On est intime, là, on en profite de ce genre de choses-là. L'important, ce qui a manqué durant les dernières années, regardez, depuis 1995, Pierre-Marc Johnson disait l'affirmation nationale, Lucien Bouchard disait les conditions gagnantes, il y avait Bernard Landry disait il faut, comment dire ça, le truc moral, il fallait absolument qu'il soit l'assurance morale de gagner le référendum. Et après, il y a eu la gouvernance souverainiste de Mme Marois. Donc, tout le temps dans l'ambiguïté, dans tout ça, moi, je me demande, puis pour faire du pouce sur ce que Mme Carbonneau a dit récemment, qu'elle ne comprenait pas qu'il y a encore Mme Carbonneau qui est rendue la présidente du Québec, elle ne comprenait pas pourquoi il y avait encore 40% d'indépendantistes au Québec. C'est assez incroyable. On n'a pas eu de débat, on n'a pas fait la première... Ben, je généralise, là, il y a des choses qui se sont faites, mais il y a très peu de choses qui se sont faites, je crois. Et c'est incroyable qu'il y ait encore 40% d'indépendantistes au Québec. C'est quelque chose de phénoménal. Et par rapport à tout ça, je pense que la seule chose qu'on va devoir faire dans le mouvement indépendantiste, c'est d'assumer notre position et d'arriver en campagne électorale et de prendre un engagement clair à faire l'indépendance dans un prochain mandat, dans le premier mandat. Parce que si... Regardez, comment vous voulez que les gens vous suivent si vous dites ben là, on va peut-être prendre un premier mandat pour faire la promotion, par la suite, on va peut-être prendre un autre mandat pour faire autre chose et tout ça. Même moi, ça ne me donne pas envie d'embarquer. Donc, prendre un engagement clair à faire un référendum dans un premier mandat, ou peu importe, vous ne voulez pas parler de méthode d'expression d'indépendance, une assemblée constituante, une commission parlementaire, peu importe, une élection référendaire. Donc, en autant que ça soit clair, je pense que les Québécois vont embarquer, peu importe leurs identités multiples et leur pourquoi de l'indépendance, ils vont embarquer son indépendance. Les 40% de Québécois vont embarquer ou vous pensez que vous allez être capable? Comment ça, les 40% des Québécois? Il y aurait 40%, les chiffres fluctuent, il y aurait 40% d'indépendantistes au Québec, ça bouge un petit peu plus, un petit peu moins. Et donc l'idée c'est de convaincre, de continuer à convaincre ces 40%-là, ou évidemment d'aller toujours un peu plus. Évidemment d'aller plus loin. Oui. Puis qu'est-ce que vous allez devoir dire pour faire en sorte que vous sortiez du seuil là, du 40%? Qu'est-ce que le discours va devoir présenter pour convaincre les 60 autres pourcents, ou peut-être 15% des 60 autres pourcents, d'envisager le projet comme étant un projet intéressant, un projet viable, un projet mobilisant? Peut-être juste avant d'embarquer là-dedans, je répondrais juste que des fois, ça peut avoir l'air très simple. Moi, je suis tout à fait pour qu'on soit clair aussi, et ça ne suffit pas. C'est une condition nécessaire, mais pas suffisante. Donc, c'est une chose de dire on va être clair. C'est pas ça qui fait que les gens vont devenir souverainistes du jour au lendemain. Alors, l'objectif, c'est exactement de leur faire rêver. Je veux dire, je pense d'abord qu'il faut réhabiliter le rêve. Là. Le rêve, c'est pas d'être déconnecté puis d'être dans un monde d'arc-en-ciel et de licorne et tout ça. Je vais te laisser l'épithète. Oui, c'est ça. Mais je veux dire, c'est correct. Là. Les plus grands projets partent d'abord par un rêve qui deviennent des projets qui se transforment en idées et qu'on tranche et pour lesquels on aboutit. Alors, il faut faire rêver les gens, il faut qu'ils se réapproprient ce projet-là
Et je pense que oui, on a une exigence de le connecter à leur vie, de montrer exactement comme François disait, ce que ça va changer. Le but, c'est pas de changer le drapeau canadien pour le drapeau québécois en se disant « Ah, tout va être mieux du jour au lendemain ». Ben non, c'est de dire « Ça va être un projet différent qu'on va pouvoir construire ensemble ». Donc, souvent, on parle des communautés culturelles, des nouveaux arrivants, de la minorité anglophone. Ben, est-ce que tous ces gens-là vont devenir souverainistes du jour au lendemain? Probablement pas. Mais assurément, on a un devoir d'être tout le temps en dialogue avec eux. Pourquoi? Parce que l'objectif, c'est pas juste de les amener à dire oui. L'objectif, c'est qu'ils se sentent intégrés pour le lendemain d'un oui et qu'ils sentent qu'ils vont être partie prenante de la construction de ça. Je fais une petite digression, mais pour moi, c'est très important. Et moi, je parle souvent que j'aimerais, et je pense qu'on se dirige vers ça, c'est d'avoir un programme du bleu pâle au bleu foncé. C'est de montrer parmi tous les sujets, y compris les sujets qui nous échappent en ce moment parce qu'ils relèvent du fédéral ou parce qu'ils sont partagés, ce qu'on peut faire en ce moment comme Québec-Province, en environnement, en matière sociale, en matière internationale, ce qu'on peut faire comme province dans le bleu pâle, mais mon Dieu, jusqu'où on pourrait aller, ce qu'on pourrait faire dans le bleu foncé si on était un pays. Je pense que c'est ça notre défi. Oui, je suis d'accord, parce que d'autant plus que, tu sais, quand tu disais, François, il faut être clair, la formation politique depuis 10 ans, chaque élection, élection après élection, on est très clair. Premier mandat, on clenche. Ça n'a pas fait qu'on est rendu à 40%. Et ça aussi, il faut, je pense, dans le mouvement souverainiste, avoir cette honnêteté intellectuelle, de voir les défis et les embûches qui nous ont amenés en 2016. Et je ne citerai, tu as parlé d'exemple, François, des prises de position d'un certain nombre de dirigeants d'un parti qui pendant longtemps a été le seul véhicule, hein? Véhicule partisan, j'entends, et qui, une espèce de côté de tergiversation, tu disais, ça fait que les gens ne sont pas trop sûrs là-dessus. Et il y a ça, et il y a aussi, et ça aussi, je pense qu'il faut prendre acte de ça, c'est que ce parti-là a aussi gouverné. Alors, du bleu foncé au bleu pâle, il a eu l'opportunité dans 1993, depuis ce temps-là, aussi de diriger notre pays, province, pour le moment. Et ça, je pense que ça fait aussi partie d'un certain nombre de défis et d'embûches qu'il faut être capable d'adresser sans nécessairement être revanchard ou quoi que ce soit, juste à se dire, ben, c'est parce que ça fait partie du portrait. Et, là, tu parles du mandat de Lucien Bouchard, par exemple? Lucien Bouchard. Tu sais, le déficit zéro, là, c'est de Lucien Bouchard. Ben, je dis, tu ne voulais pas rentrer là-dedans, mais c'est de Lucien Bouchard actuellement, puisque au dernier, lorsque le gouvernement actuel a dit on va faire le déficit zéro en 2 ans, ben, les 2 autres partis ont voté en faveur de ça. Alors, c'est sûr que quand les gens voient les impacts que ça a sur eux, et là, juste parce que tu ne veux pas aller là-dessus, je vais retourner à où on s'en allait, les impacts que ça a sur eux, qu'est-ce que, et là-dessus, je suis tout à fait d'accord avec toi, qu'est-ce que ça leur donne le goût de rêver? Ce pays-là qu'on veut ne peut pas être tel qu'on vit les choses actuellement. Pourquoi? Bien parce que je ne crois pas qu'il représente l'aspiration, le pays de projet que les gens portent. Je pense que si, et c'est pour ça que l'Assemblée constituante est intéressante, parce qu'elle sort la souveraineté ou l'indépendance du Québec des mains des politiciens et politiciennes. Et ça, ma conviction à moi est importante là-dedans. Pourquoi? Parce que, par définition, puis vous savez, je suis une jeune politicienne, moi, ça ne fait pas longtemps, mais par définition, les partis politiques, c'est un défi lorsque tu es rendu à gouverner. C'est un défi parce que là, tu as les, je ne sais plus trop combien, de centaines de lobbies qui rentrent dans ton bureau à tous les jours. Tu as des modes de fonctionnement très du haut vers le bas. Tu sais, moi, j'ai des collègues du Parti québécois qui m'ont dit comment c'est dur, des fois, de voir que toi, tu voudrais bien aller d'un bar, mais finalement, on dit, ben, c'est pas tout à fait de même, ça va se passer. L'Assemblée constituante, elle, son mandat, c'est élu par le peuple pour aller vers le peuple.
Et nous, ben, ça, il y a quelque chose qu'on croit. Puis les Oui Québec, là où c'est intéressant, je termine là-dessus, je sens que tu as une autre question, ou en tout cas, tu vas nous relancer, tu veux dire quelque chose, c'est que par rapport à la question des Oui Québec, c'est toute la question de la mobilisation citoyenne. Les partis politiques, à mon sens, on joue un rôle de, bien sûr, rassembler et tout ça, mais moi, là, je suis au Parlement du Québec, de la province du Québec, et j'ai à faire cette job-là aussi au quotidien. La société civile, là, vous avez l'opportunité de nous pousser. Vous avez l'opportunité, je veux le dire, de nous pousser dans le cul, de nous dire c'est là qu'on veut aller. Et ça, moi, là, je suis tellement heureux. C'est à ça que je crois beaucoup. Et je termine, les jeunes, je pense que c'est ça qu'ils ont besoin. Ils ont besoin de pouvoir rêver et de sentir que leur rêve, si pour que ce rêve se réalise, ils ont besoin d'outils. Moi, ma formation politique et nos formations politiques sont convaincus que ça s'appelle l'indépendance du Québec. Véronique? Oui, je veux juste dire, je pense pas qu'on fait pas un débat super partisan, mais c'est sûr que quand on gouverne, Manon fait référence à ça, c'est très difficile de gouverner. J'ai gouverné juste pendant 18 mois. Et puis, j'en aurais pris plus. Ceci dit, on serait devenu meilleur après 18 mois. Mais c'est difficile parce que tu peux pas plaire à tout le monde. Puis tu as le souci du bien commun, puis tu as le souci aussi des fois de dire, moi je crois profondément à ça, mais les Québécois n'ont pas l'air de me suivre là-dessus. On a essayé de les convaincre beaucoup, mais ça n'a pas l'air d'être ça. Donc c'est un jeu très difficile aussi. Alors c'est sûr qu'un parti indépendantiste qui portait un projet beaucoup plus large que son projet partisan, fait des mécontents. Ça va avec la job de gouverner, mais c'est aussi formidable de gouverner parce que c'est de faire avancer la société, c'est de mouiller. Et moi, c'est un peu pour ça, on n'est pas supposé parler convergence, je ne sais pas exactement pourquoi, vous nous expliquerez, mais je pense que la convergence, c'est formidable parce que c'est de se dire, de un, les identités multiples dont tu parlais, bien, on les représente dans le mouvement indépendantiste. Et oui, comme Manon disait, on constitue une force. La diversité est une force dans le mouvement parce qu'on est capable ensemble d'aller parler à bien plus de gens qui se reconnaissent dans bien plus d'idées ou de mouvements que si on est dans nos niches, chacun de notre côté, à dire qu'on a la science infuse et la parole parfaite. Donc ça, je pense que c'est très important. L'autre chose, c'est de se dire on s'éloigne de nos intérêts partisans, ils demeurent parce qu'on n'est pas tous au même endroit. Nos divergences vont demeurer, je vous l'annonce, grand scoop ce soir. On n'aura pas toutes les mêmes idées parce qu'on travaille ensemble sur notre objectif commun qui est l'indépendance. Mais en même temps, on est capable de les mettre de côté en disant que cette cause-là, elle est plus grande que nous et que nos divergences partisanes. Et la clarté aussi. Je suis d'accord. Mais des fois, dans la vie, on marche par essai-erreur. En 95, il y a eu un traumatisme. Je demandais à tout le monde au lendemain de 95, oui, on espérait que ça revienne rapidement. Peut-être que c'est pas les bons choix qui ont été faits. Je suis la première à pouvoir le reconnaître. Mais en même temps, il y a eu un traumatisme collectif, puis on se disait comment on va le repartir, ce projet-là. Et c'est vrai qu'il y a cette idée-là, que certains se disaient en gouvernant, en bâtissant la confiance avec les gens à travers une gouvernance, bien peut-être qu'ils vont nous faire confiance pour le grand projet qu'on leur propose. Force est de constater que c'est pas ça que ça a fait. Ça n'a pas été ça. Mais c'était pas l'idée de dire ça nous intéresse plus. C'était l'idée de dire comment on repart ça. Donc oui, il y a des leçons à apprendre de ça, mais je pense qu'il faut aussi se remettre ça en tête, que c'était pas de la mauvaise foi ou un désintérêt total, c'était de dire, OK, comment on prend ça maintenant? Et dernier point que je veux amener, c'est oui, l'importance que ça parte des gens. Nous, on est des véhicules, mais on a tout plein de contraintes, on a tout plein d'éléments, parce qu'on est d'abord des partis politiques. Et l'objectif premier d'un parti politique, c'est pas un mouvement, c'est de prendre le pouvoir et de gouverner. Mais à côté, il peut y avoir des mouvements et la population, à travers plein de mouvements, reconnus comme indépendantistes ou non, communautaires, entrepreneuriales, artistiques, culturels, peuvent s'investir. Et moi aussi, je crois profondément dans le Oui Québec. Je crois dans la société civile aussi pour qu'émergent d'autres leaders. On sait comment les gens sont désabusés de la politique, des politiciens. On essaie de rebâtir ça au jour le jour, mais ils sont excessivement cyniques. Donc, d'avoir un mouvement beaucoup plus large qui parle à la population avec des gens comme vous
c'est moi, normaux, pas des bébites désincarnées qui sont des politiciens, qui portent ce message-là de l'indépendance, bien, ça peut aussi redonner confiance. Fait que moi, je crois beaucoup à ça, mais pour ça, on a besoin des gens dans tous les milieux possibles aussi. Tellement de choses à dire après ça. Par quoi qu'on commence? Par le début. Mais moi, il y a quelque chose qui revient souvent, puis on l'entend partout dans le mouvement indépendantiste. Vous parlez de traumatisme. C'est vrai, moi je ne l'ai pas vécu en 1995, je me rappelle juste que j'étais devant la télévision et que mon père était bien content. Ça finissait comme ça, je me rappelle que de ça. Oui, c'est triste. Qu'est-ce que tu fais? Il restait quelqu'un à convaincre, mon père. Non, il n'est pas convaincu. Non, il n'est pas encore convaincu. Il dit « Ah, c'était petit poil, il fallait qu'il la fasse, là, il est trop tard. » C'est ça. Donc, on va repartir. Un petit gars pour faire un petit poil. Ouais, c'est ça. C'est ça, moi je n'ai pas vécu 1995. Je ne suis pas traumatisé. J'ai pas peur de reperdre un référendum. Je pense pas que. Tu sais, pourquoi en Écosse, ils ont perdu leur référendum puis qu'ils se sortent tous les manches le lendemain? Pourquoi nous autres, tu sais, on est encore en train de pleurer, tu sais? Moi, je pense que c'est terminé, là, tu sais. Fini l'étapisme, fini la stratégie cachée. Les gens vont nous suivre quand on va être clair. Moi, je pense que ça, c'est fondamental. Tu l'as dit, Véronique. C'est la clarté, il y a un engagement clair. C'est une condition nécessaire, mais pas suffisante. Je suis vraiment d'accord avec ça, mais c'est une condition nécessaire. Je pense qu'on s'entend tous là-dessus. Tu avais une question, Thierry, par rapport à ta question. En fait, c'était comment on fait pour s'adresser à tout le monde. Dans le mouvement indépendantiste, quand on a relancé la question, on a parlé de plusieurs choses, entre autres. J'aimerais ça donner un peu de couleur à ce que j'appelais tout à l'heure le projet social. Je pense qu'il doit y avoir, parce qu'on pose souvent cette question-là dans les questions que les étudiants avaient, c'est qu'il y avait une question qui était est-ce que le projet d'indépendance est à gauche ou à droite? Qu'est-ce que vous pensez de la question ni à gauche ni à droite, mais en avant, entre autres, que Bernard Landry disait? Deux choses. Sur les institutions publiques, je pense qu'on doit démontrer aux Québécois que l'indépendance va nous permettre de s'émanciper collectivement. Hein, Jacques Parizeau, dans la lignée de Jacques Parizeau, avec les institutions qu'il a mis en place, entre autres la Caisse de dépôt et de placement et tout ça. Nous, à Option nationale, on a tenté, durant une période, de dire qu'on n'était ni à gauche ni à droite. On a lisé notre programme, c'est assez clair, nationalisation des ressources naturelles. Donc ça laisse place à des institutions publiques collectives qu'on se prend en main. Et une autre chose que Véronique a mis de l'avant tout à l'heure, l'organisation territoriale, l'indépendance, ça va être un moment où on va pouvoir décentraliser le Québec. Il faut absolument être en cohérence. Puis la cohérence, c'est important pour faire la promotion, parce que ça s'adresse à tout le monde, puis que les gens en bas. Pour être en cohérence avec notre projet de décentralisation, puis que le Québec, que les Québécois puissent prendre en main leur destin et prendre leurs propres décisions, il faut être en cohérence avec ça, avec la diversité qu'on a sur notre territoire ici au Québec. Donc, en s'adressant à tout le monde, il faut absolument s'adresser aux Autochtones, il faut absolument leur dire regardez, un Québec indépendant, c'est la possibilité pour vous aussi de vous émanciper. Ça, c'est fondamental. À la limite, on pourrait même s'adresser aux Anglo-Québécois, aux anglophones, aux Canadiens, je ne sais pas comment parce que c'est eux qui sont ça. Donc, puis pour la suite, je voulais parler d'Assemblée constituante, mais on ne voulait pas parler de. On s'en relancera peut-être tout à l'heure. On pourra parler des solutions aux défis du mouvement souverainiste. Puis ça, je pense que ça fait partie des solutions qui sont mises de l'avant. Je voudrais quand même qu'on discute des défis. Puis dans les défis, je pense, moi ça m'interpelle assez directement parce que je suis en contact avec les jeunes par mon travail quotidiennement. Il semble y avoir un désamour entre le mouvement souverainiste et la jeunesse québécoise. Pendant très longtemps, on a dit que les forces vives du mouvement souverainiste, moi j'ai voté en 1995, j'étais un jeune étudiant, j'étais à la maîtrise en sciences politiques, dans un séminaire de Sciences Po, puis on militait très fort et on était très mobilisés. Les jeunes, j'avais l'impression qu'ils étaient beaucoup plus interpellés. La Charte sur la démocratie et les institutions parlementaires pour les 20 ans du référendum ont fait un sondage l'année dernière. Et dans le sondage qu'ils ont commandé,
il y avait 62% des répondants de 18 à 35 ans qui disaient que si un référendum sur la souveraineté avait lieu dans l'année qui venait, ils voteraient non. Ça, moi j'ai l'impression, puis ça n'a pas du tout été le cas en 95, les jeunes ont voté massivement pour la souveraineté. Qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est un énorme défi, je pense. Est-ce que le projet souverainiste, c'est le projet d'une génération? Puis que, ben écoutez, voilà, la question se pose. Puis, quelles sont les solutions éventuellement envisagées pour éviter que ça soit justement ce constat-là qu'on fasse? C'est-à-dire que ça serait le projet d'une génération. Qui veut sauter là-dessus? Vas-y. C'est certain que ce n'est pas le projet d'une génération. Regardez comment ça fait longtemps dans l'histoire du Québec. Je veux dire, de dire ça, c'est ne pas connaître l'histoire du Québec. Je sais que tu ne croyais pas toi-même. Mais c'est le résultat. C'est le résultat de l'après 95. On n'a pas parlé à ces gens-là. Puis effectivement, je pense que, je ne sais pas si je me trompe, mais il n'y a pas beaucoup de gens de la génération X ici. Parce qu'on n'a pas parlé à ces gens-là. Oui, ok. C'est 70, ouais. Mais, et je ne sais pas, dans un article de Michel David qui reprenait, après la dernière élection générale, qui reprenait un sondage qui disait qu'au Parti libéral, c'était la première fois que les 18-35 ans votaient plus pour le Parti libéral que le Parti québécois. Et la CAQ. Ah, il y avait la CAQ là-dedans. Ça, c'était ma prochaine question. Les jeunes votent à droite. Les jeunes qui votent votent à droite. Et vous positionnez plutôt à gauche. Le mouvement souverainiste, ni à gauche ni à droite devant, mais... Oui, à gauche, je pense. Hein. Tout le monde est à gauche ici, autour de la table. Voilà, ben, c'est ça. Et, mais ça, c'est un autre constat aussi. Les jeunes votent à droite aussi. Mais c'est quoi la question? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce que vous faites avec ça? Mais les jeunes votent pas pour la souveraineté, puis les jeunes votent pas à gauche. Mais il faut les convaincre. Il y a deux façons de faire de la politique. Soit qu'on fait comme François Legault, quand on sait que finalement les gens ne sont pas indépendantistes, on change de parti parce qu'on veut absolument être premier ministre. Puis là, on change de discours. Ou soit qu'on pense que, mon idée est bonne. Je pense que j'ai la meilleure. Puis ben, je vais convaincre les gens que mon idée c'est la meilleure. Fait qu'il y a une façon qui est comme plus cachée, plus, ok, ben tu sais, puis souvent j'entends ça, sournoise, souvent j'entends ça, ouais mais François va prendre le pouvoir absolument. Regardez, si vous prenez le pouvoir sans en fait la promotion de votre idée avant, est-ce que vous êtes légitime? Regardez, le Parti libéral n'a pas fait la promotion de l'austérité. Ils ont repris, grosso modo, la plateforme de la CAQ, tant qu'à moi, ils sont complètement illégitimes de faire ce qu'ils font en ce moment. Puis je pense que si les gens sont tant désabusés, c'est parce que les gens manquent beaucoup d'intérêt. Je dis ça, mais je suis le seul ici qui n'est pas député, donc j'ai la bonne place pour vous critiquer, mais je ne suis pas tant en connaissance de cause, je l'avoue. Mais je pense qu'on manque d'intégrité, tout ça, souvent, dans notre promotion. Je ne parle pas particulièrement de vous, je parle de la classe politique en général. C'est comme ça qu'on va enthousiasmer les gens. Vous parlez des jeunes. Là, Option nationale, sur nos 4000 membres, on a une moyenne d'âge à peu près 30 ans. Vous avez 4000 membres? Ouais, j'allais dire c'est pas beaucoup, mais... Ben, c'est ça. Ils sont là. Mais, donc, c'est ça, je pense que... Ouais. Il y a des bonnes questions. Ouais. Changer. Différentes configurations. C'est sûr que, généralement, changer le monde, c'est les gens qui font ça. Non, mais regardez dans l'histoire d'humanité. Hein? Nous autres, on vieillit, puis un moment donné, on prend notre classe, puis là, les jeunes, ils poussent pas. Alors, qu'est-ce qui est en train de se passer? Il est en train de se passer une société de consommation terrible, qui enligne, de par ses journaux, de par ses enlignements économiques, de par... Il y a ce n'est pas une conspiration du complot, un complot de conspiration. C'est une réalité. C'est une réalité. Notre esprit est contaminé, qu'on soit jeune ou qu'on soit plus vieux, est contaminé par une façon de voir le monde,
C'est le monde de la consommation, c'est le monde de l'avoir, c'est le monde, plus t'en as, mieux tu vas. Nous autres, quand on parle d'un projet de société où, dans le fond, on dit, ce qui serait souhaitable, c'est que tout le monde vive bien. C'est ça que, en tout cas, je vais parler pour notre projet, tout le monde est à gauche, là. Bon, j'ai mon amie Véronique ici, mais elle sait bien là, ce que je pense de plusieurs des positions de son parti. Pour moi, je ne suis pas capable de dire que tous les partis qui sont assis autour. Les personnes qui sont ici, j'en doute pas une seconde d'écart. Mais fin de l'exercice, je ne suis pas capable de dire ça. Ceci étant dit, c'est évident que ce n'est pas facile dans un monde, et là je reviens à la question des jeunes, dans un monde où tout est téléguidé dans une perspective économique, de dire, hey gang, ça vous tente-tu, on va dépasser ça et on va se donner les moyens, mais on va se donner les moyens aussi de changer les règles du jeu. Parce que si on ne change pas les règles du jeu, je suis désolé, mais on va se retrouver dans la même situation. Puis les gens vont se retrouver encore dans 5, 10, 15, 20 ans dans la même situation. Puis les pauvres vont rester pauvres. Puis les riches vont devenir juste de plus en plus riches. C'est ça qu'il faut rompre. C'est là qu'il faut casser quelque chose. Et je pense que et c'est pour ça que j'aimais bien l'idée de Véronique de dire, je dis ça aussi souvent, il faut se redonner le droit de rêver. C'est comme si on n'a plus le droit comme personne, comme peuple, de rêver à mieux. Ah non, écoutez, les budgets de l'État. On ne fait jamais état de tout ce qui est l'évasion fiscale. On ne fait jamais état des milliards qu'on s'est privés collectivement en diminuant les baisses d'impôts depuis plusieurs années. Pourquoi on ne parle jamais de ça? Alors que c'est ça qui fait qu'on est capable de dire oui à l'éducation gratuite, qu'on est capable de dire, vous savez, le pétrole anticosti, non, on ne va pas y aller. Ah, il y a de l'argent à faire là, un instant. On ne va pas y aller parce que dans 50 ans, mais qu'on soit tous en train de mourir étouffés, là, le pétrole du Québec, là, pas mieux que le pétrole de n'importe où à travers le monde. Moi, je pense que c'est ce droit-là de rêver qu'il faut s'ordonner. Et je pense, et là je reviens aux jeunes, que c'est, anyway, eux autres qui vont changer le monde. Mais pas tout seul. On est là, et moi je trouve que ce qu'on est en train de faire là est aussi super important pour dire, regardez, on est capable.